Et euh, nous allons continuer donc dans le sujet de, du dynamisme, enfin du mouvement à la fois physique et spirituel. Le mouvement physique, nous avons pris comme exemple l'action, mais aussi une action dirigée qui serait donc l'action du sport ou de l'activité physique régulière qui est conseillée par le Rambam Maïmonide comme une des éléments les plus fondamentaux de la médecine préventive. Il en cite deux, comme nous l'avons dit la semaine dernière. Le premier, c'est donc l'activité physique régulière et adaptée à chaque personne et constante, régulière, constante et adaptée à chaque personne. Et le deuxième, c'est la relation avec la nourriture qui serait mieux équilibrée. Il ne s'agit pas seulement de ne pas beaucoup manger, ce qui est fondamental, mais aussi de manger ce qui est adapté. Alors on en parlera la fois prochaine. Alors, je voudrais aujourd'hui continuer notre entrevue que nous avons commencé la semaine dernière et donc élargir sur les relations en parallèle de l'activité physique et de ce qui se passe dans le monde spirituel au niveau de la mitzvah. Comme appui des sources que nous avons prises, alors les sources au niveau de l'activité physique, c'est une description de qui est assez connu de ce qui se passe dans notre corps lorsque nous avons cette activité physique constante. Au niveau spirituel, de l'effet des mitzvot sur notre nefesh, sur nous-mêmes, et qu'est-ce que nous faisons une transformation de la présence de l'homme, de sa conscience au moment du respect des mitzvot et de la pratique des mitzvot. Alors, c'est tiré d'un enseignement du Rav Menachem Mendel de Vitebsk, qui a écrit, entre autres, Pri Haaretz, un livre, Les fruits de la terre, lorsqu'il était sur la terre d'Israël. Et ce livre-là nous fait passer un enseignement extrêmement profond qui est vraiment à la source de l'enseignement chassidique. Il était l'élève du rabbi de Baal Shem Tov à travers son grand élève, le Maguide de Mezrich, et il était donc contemporain des grands rabbins, du fondateur de la Chassidoute, du Kedushat Levi, du Rav Levi Yitzhak de Berdichov, et aussi de l'Admor Hazaken, fondateur de la dynastie et de Chabad. Alors, c'est donc cet enseignement que nous allons mettre en parallèle. Alors, je répète et je résume d'une certaine manière ce que nous avons vu la semaine dernière, et à part ça, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau lorsque nous avons une activité physique. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous arrivons à faire et qu'est-ce que nous réveillons dans notre cerveau. Alors, je vous ai apporté pour ça une image du cerveau. Nous allons la regarder dans quelques instants. Monsieur Bodbol, je voudrais que vous fassiez passer les images pour que je puisse avancer encore un petit peu. Voilà, c'est cette image que j'aurais besoin. Et nous allons y arriver dans quelques instants. Alors, je voudrais quand même faire un résumé court de ce que nous avons vu la semaine dernière et un petit peu avancer. Alors, nous avons dit qu'au niveau de l'activité physique, le premier élément de l'activité physique qui est fondamental, c'est de prendre nous avons une certaine lourdeur physique et psychique, et nous sommes un peu entérinés dans cet état d'énergie qui arrive à beaucoup de personnes, même quand ils sont actifs. Alors, ils finissent leur activité qui est en rapport avec leur métier, leurs aspirations, mais et ensuite, ces activités sont en général intellectuelles, de la pensée, et lorsqu'ils arrêtent leurs activités, ils ressentent une très grande lourdeur dans leur fonctionnement, une fatigue, une envie de dormir et de ne pas tellement agir. Donc ça, c'est la première chose qui doit nous faire sortir de cet état-là, c'est cette prise de conscience. Et je pourrais dire d'une certaine manière, étant donné qu'il y a des éléments qui créent notre corps, selon l'observation du Moyen-Âge, 4 éléments, de nos jours, on en compte beaucoup plus, mais
l'élément fondamental est celui de la terre, qui lui-même en comporte beaucoup. Et cet élément-là, quand il prédomine dans notre être physique et aussi moral, parce qu'il y a des parallèles moraux à cet élément-là, eh bien, il y a cette fatigue-là qui s'engage dans notre être, et il faut en prendre conscience pour pouvoir sortir de cela. Et donc, le premier élément qui se passe au moment de l'activité physique, c'est un dynamisme. On réveille quelque chose qui était endormi, et ce réveil-là fait que nous avons une conscience beaucoup plus claire de notre corps. Le corps qui n'est pas un assemblage d'organes qui forment une certaine structure anatomique, mais un corps en mouvement qui est en mouvement dans l'espace. Et donc, lorsque nous commençons une gymnastique, quelle que soit cette gymnastique-là, et nous pourrons peut-être aussi définir les différentes sortes de gymnastique et qu'est-ce qu'elles apportent au corps. Je ne parle pas uniquement de la gymnastique qui va augmenter l'activité respiratoire et circulatoire, c'est une sorte de gymnastique qui est importante, mais aussi qui va entraîner d'une certaine manière un plus grand dynamisme et souplesse du corps et de l'esprit de cette manière-là, puisque nous avons, dans notre approche de ce sujet, nous faisons un parallèle entre les deux éléments. Donc, quand nous allons commencer cette gymnastique, nous allons sentir un éveil du corps et aussi nous allons sentir notre corps. Bien souvent, on ne sent pas son corps que quand il est malade, que quand il nous donne des petites douleurs, il nous réveille à sa présence. Mais là, lorsque nous faisons cette gymnastique, nous allons prendre un contact avec l'espace. Et ce contact-là, il va être très important parce que nous allons, d'une certaine manière, prendre conscience que nous sommes des êtres vivants et nous déplaçant dans un espace. Et être en contact avec cet espace-là, c'est une chose qui est très, très importante. Et deuxième chose, nous allons réveiller un début de vitalité renouvelée en nous lorsque nous commençons cette gymnastique. Bien entendu, la blague dirait que le deuxième jour, c'est toujours beaucoup plus facile lorsqu'on fait de la gymnastique parce que c'est le jour où on arrête, mais il faudrait quand même continuer parce qu'en continuant en qualité, là, le début est difficile, elle entraîne une certaine fatigue dans le jour, eh bien, elle va être de plus en plus vivante, de plus en plus sentie, elle va entraîner chez nous vraiment un éveil, et pas seulement un éveil du corps, un éveil de toutes les forces psychiques qui sont liées au corps. Et donc, c'est une chose qui est très, très importante. En parallèle, alors donc, quand on examine le premier niveau du respect des mitzvot, eh bien, en parallèle, il faut citer donc cet enseignement du Rav Menachem Mendel de Vitebsk. Il va séparer en deux niveaux la pratique des mitzvot. Le premier niveau, c'est, on pourrait dire, pas tellement un niveau chassidique. Et bien que le monde chassidique le connaît et l'exprime, mais nous allons voir que le deuxième niveau est beaucoup plus chassidique. Mais d'une manière générale, le premier niveau, c'est faire la mitzvah Shema, c'est-à-dire pour le nom de la mitzvah. Pour le nom de la mitzvah et pour le nom de Dieu, c'est-à-dire pour la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment du respect de la pratique de la mitzvah? Eh bien, faire la mitzvah pour la volonté de Dieu, c'est se lier à sa volonté. C'est-à-dire essayer de réveiller en nous quelle est sa volonté. Alors, le Rav Menachem Mendel de Vitebsk nous dit que la volonté de Dieu est en fait la volonté qui a voulu faire qu'il y ait un monde créé. C'est la même volonté dont il s'agit. Et du fait qu'il a voulu qu'il y ait un monde créé, ce monde-là qui apparaît est un monde extrêmement complexe. Il s'agit en fait de mondes superposés les uns aux autres, depuis sa première volonté qui est celle de créer, jusqu'à un certain enchaînement, une certaine chaîne de mondes qui vont être inclus les uns dans les autres, jusqu'à arriver à notre monde, qui est un monde beaucoup plus matérialisé. Et dans ce monde-là, il va faire apparaître à la 26e génération le peuple juif. Bien entendu, avant déjà les patriarches, dès la 20e génération.
Et donc, pour que apparaisse ce peuple juif, il faut cette dégringolade, d'une certaine manière, à partir de sa première volonté et un enchaînement de mondes dans les mondes, un dans l'autre, jusqu'à arriver à ce monde-là où il y a le peuple juif. Et lorsque nous arrivons à ce monde-là, lorsqu'il y a le peuple juif, lorsque le peuple juif va recevoir la Torah, le 6 Sivan, et avant, pour ceux parmi les patriarches et les personnages illustres d'Israël qui ont déjà voulu respecter cette volonté avant qu'elle soit exprimée et stipulée lors du don de la Torah et après, eh bien, dès qu'ils ont commencé à vouloir se lier à cette volonté d'une manière générale, ils renforcent cette volonté de créer un monde. Parce qu'à chaque fois que nous faisons la volonté de respecter les mitzvot, la volonté de respecter la mitzvot, c'est la conséquence de cette volonté première qui était de créer un monde. Et donc, d'une certaine manière, à chaque fois que nous faisons une mitzvah, nous nous lions à sa volonté, la volonté que nous respections cette mitzvah, et nous nous lions à toute cette chaîne qui est depuis la création du monde, qui est la première volonté, la volonté la plus originelle, qui est celle de créer un monde pour qu'il y ait Israël et qu'il respecte les mitzvot. Bien entendu, nous n'excluons pas ici la présence des autres nations qui ont un rôle à jouer, mais aujourd'hui nous n'en parlerons pas d'une manière explicite. Mais nous le citons quand même, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'Israël qui respecte les mitzvot, il s'agit d'Israël dans un monde où il y a aussi d'autres nations qui ont que 7 mitzvot, mais Israël en a 613, et toutes ces créatures-là, en fait, sont les témoins de la volonté primaire de Dieu de créer un monde par l'intermédiaire de la volonté de Dieu qui est que nous respectons ces mitzvot. Alors, qu'est-ce qui se passe d'une certaine manière, selon l'enseignement du Rav Menachem de Vitebsk, dans ce processus-là? Eh bien, à chaque fois que nous faisons une mitzvah, nous renforcerons cette chaîne ininterrompue à partir de la première volonté qui est celle de créer le monde, jusqu'à la volonté qui se révèle lorsque nous faisons la mitzvah. Parce que la volonté qui est de créer un monde, c'est une volonté qui est très loin de notre présence. Elle est très secrète, elle est cachée dans la réalité du monde. Pour y accéder, il faut y accéder par une porte qui est celle de la volonté de Dieu, qui est de respecter ces mitzvot et de les pratiquer. En les pratiquant, nous ouvrons cette porte-là et nous nous lions à la volonté la plus originelle, la plus créatrice, c'est celle qui a créé le monde pour qu'il y ait finalement tout ce processus. Donc, le Rav Menachem Medel de Vitebsk nous va nous dire que, donc, on réveille d'une certaine manière cette présence-là qui a été créée dès la première volonté jusqu'à cet enchaînement de monde qui a permis à Israël d'être et de recevoir la Torah et de faire la volonté du Créateur en respectant cette Torah et ses mitzvot. Donc, en fait, nous donnons plus de présence à cette volonté. Cette volonté est une vue de l'esprit a priori, mais lorsque nous pratiquons ces mitzvot, nous lui donnons une existence. Et c'est en ça que je veux mettre le parallèle avec le premier niveau de l'activité physique d'une certaine manière, c'est que lorsque nous avons une activité physique, nous donnons plus de présence, d'existence à notre être. Sinon, l'être qui est endormi peut être un être pensant, peut être un être émotif, peut être un être qui a des aspirations, mais tout cela va rester endormi, va rester dans une sorte de léthargie secrète, cachée, en l'être. Lorsque nous sommes dans l'action, eh bien, nous réveillons notre corps, nous lui donnons une relation avec l'espace, avec le monde, et de ce révélons, en fait, l'existence de notre présence physique et psychique dans le monde. Et cela est un parallèle avec l'activité des mitzvot. Au moment où nous faisons les mitzvot, nous le rappelons, eh bien, nous donnons une plus grande présence, une plus grande existence à la chaîne des mondes spirituels, depuis le premier qui est celui qui révèle la volonté originelle de Dieu de vouloir créer un monde et qui va
entraîner une chaîne de monde jusqu'à celui qui est le monde Aolam Asiya, Asiya de Asiya, c'est-à-dire le monde qui est le monde le plus dans la présence de l'action. Et bien dans ce monde de présence de l'action, il y a les mitzvot et il y a Israël qui va pratiquer ces mitzvot. En les pratiquant, il révèle tous les mondes, parce qu'il révèle toute cette chaîne-là depuis l'origine créatrice et l'enchaînement de cette origine qui est présente dans tous ces mondes. Alors donc j'ai fait ce premier parallèle entre l'activité physique et l'activité du mitzvot. Alors ce n'est pas un vort, c'est-à-dire ce n'est pas une vision une sorte de belle parole de Torah, mais c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans notre être et dans notre fonctionnement physique et psychique. C'est-à-dire que lorsque nous voulons révéler ce qui nous sommes, nous devons agir. Alors, on peut le révéler d'une certaine manière aussi en pensant, mais c'est une révélation qui est beaucoup plus courte. On peut le révéler en parlant, mais dans la parole, il n'y a pas la finalité. Il y a une expression. Une expression, c'est l'expression, on sort de quelque chose qui est de la pensée et on va l'exprimer. Et dans l'action, il va y avoir beaucoup plus d'expression, beaucoup plus de réalisation, pas seulement une expression, une réalisation de l'être à travers l'acte. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque nous rencontrons le grand Avraham Avinu, qui est appelé Amudo Shel Olam, c'est-à-dire le pilier du monde, eh bien, Avraham Avinu, le pilier du monde, découvre la présence de Dieu et la volonté de Dieu, eh bien, il ne va pas rester à Ur Kasdim pour continuer à l'exprimer. Dieu lui dit, tu sors tout de suite et tu vas marcher. Tu vas marcher, tu vas agir. Tu vas agir sur la terre d'Israël, tu vas continuer à marcher et à exprimer les choses, pas uniquement à travers l'esprit, à travers la parole, mais à travers sa présence qui va se dévoiler dans le monde et sur la terre d'Israël. Donc il y a cet élément-là qui est absolument important. Alors donc, en quoi cela est lié avec la santé? Eh bien, nous rappelons donc d'abord, d'une manière très simple, que le Rambam dit la meilleure manière de préserver notre santé, c'est l'activité physique. Bien. Il ne dit pas les mitzvot. Bien sûr que, c'est évident que les mitzvot pour le Rambam, c'est pas une petite chose, c'est une chose qui, évidemment, permet un équilibre de l'être et une expression de l'être juif, et aussi les 7 mitzvot noirs pour les enfants de Noé. Mais d'une manière générale, il va insister sur le mouvement et sur l'action. Alors je voudrais expliquer un petit peu à travers une compréhension du fonctionnement cérébral extrêmement bref, parce que nous ne pourrons pas nous étendre trop, car il faudrait faire quelques cours pour comprendre ça de manière plus générale, mais une petite approche du fonctionnement cérébral pour expliquer, pour montrer le centre fondamental du mouvement et qu'est-ce qu'il fait dans le cerveau, à part permettre les mouvements que nous faisons et au niveau de chaque membre de notre corps. Ce sont des mouvements qui peuvent être extrêmement spécialisés, comme le mouvement des mains, et ceux de des lèvres, et un petit peu moins spécialisés, celle par exemple des oreilles, qui a moins de mouvements. Mais d'une manière générale, je voudrais préciser quelle est la place de ce mouvement-là dans le cerveau. Ça va nous permettre de comprendre à quel point cette place est centrale et deuxièmement, à quel point cette place-là est fondamentale pour la santé de l'être. Pour la santé de l'être, quand je prends dans le terme de santé une acceptation large, c'est-à-dire il ne s'agit pas de la santé pour ne pas avoir de maladie, tel que nous l'avons vu dans le premier cours, il ne s'agit pas uniquement d'une définition d'éviter le mal, éviter la maladie, mais il s'agit d'une santé qui va entraîner un développement de l'être et une expression qui va de plus en plus être complète de l'être. Et c'est ça, c'est un état de santé plus élargi. C'est pas seulement qu'on n'ait pas mal au ventre, ou qu'on ait une bonne digestion, ou qu'on ait un cœur pour Israël qui marche bien, eh bien, il faut aussi se développer et exprimer toutes les forces que Dieu, dans sa grande bonté,
a mis en nous et nous permet, nous donne la possibilité de les exprimer d'une manière plus claire et plus grandiose. Alors donc, nous allons voir j'espère que vous voyez tous ce dessin-là du cerveau. J'ai proposé de faire un certain nombre de cours sur le cerveau et d'une manière générale et le judaïsme. Mais là, ce serait peut-être un petit avant-goût, mais encore une fois, je vais le centraliser essentiellement sur le mouvement. Alors donc dans le cerveau, ici je vais un petit peu le montrer un petit peu les différentes parties, mais d'abord on va l'orienter. Ici il s'agit de l'avant, hein, c'est le métzar, ici le front est ici devant. Là, les filines sont à peu près ici, hein, ils devraient être ici, ils ne sont pas marqués ici sur l'image. Et là, c'est donc l'arrière du cerveau, hein, et ici c'est le bas, ici c'est la moelle épinière qui arrive, hein, et qui arrive dans le bas du cerveau, et ici c'est le haut du cerveau. Tout ce que nous voyons ici, il s'agit du cortex. Le cortex est une sorte d'enveloppement, et c'est la partie la plus externe et celle qui va coiffer le cerveau comme une sorte de kippa. En hébreu, c'est klipat hamoar comme kippat hamoar d'une certaine manière. Et klipat hamoar, c'est-à-dire, ça va être la peau et l'enveloppement du cerveau. Car sous ce cortex-là, qui comporte de très nombreuses circonvolutions, comme vous le voyez, si nous ouvrons ce cortex-là et nous déplions toutes les pliures et les circonvolutions de ce cortex, nous obtenons un cercle de 3 mètres carrés, donc c'est très large, alors que le cerveau fait à peu près la taille de 2 points. 2 points, hein, c'est pas plus que ça. Ici, 2 points comme ça, si vous les voyez comme ça, c'est à peu près la taille de notre cerveau, le cerveau de chacun. Donc quand on le développe, on arrive à 3 mètres carrés. Donc il y a de très nombreuses circonvolutions. Sous ces circonvolutions-là, il y a encore 2 parties du cerveau, le cerveau limbique qui est intermédiaire, et dessous, le cerveau reptilien, c'est-à-dire cette partie-là, du Geza Hamoar, de la souche du cerveau et du cervelet. Bon, voilà, donc c'est les 3 parties d'une certaine manière. Maintenant, nous allons nous attacher plus particulièrement au cortex. Alors, le cortex comporte 4 hémisphères à droite, 4 hémisphères à gauche. D'une certaine manière, le cervelet est un double hémisphère, donc en fait, on arrive ici à 10 hémisphères, traditionnellement 8, mais ici, on prend les 2 hémisphères du cervelet, qui s'appelle le petit cerveau. Voilà. Donc, ici, nous pouvons voir que dans le cerveau, il y a donc 4 hémisphères. Un hémisphère qui est postérieur, qui est principalement lié à la réception des messages visuels, et 2 autres hémisphères, un hémisphère temporal, un hémisphère supérieur, ici, voilà, et donc ces 3 hémisphères-là, vous voyez, ils sont de 3 couleurs, alors que ils sont séparés de l'hémisphère, qui est l'hémisphère antérieur, hein, qui est le plus grand, qui est le plus important, et qui est le plus développé. Dans une vision philologique du cerveau, c'est-à-dire selon l'évolution des espèces, c'est le dernier hémisphère qui va avoir l'évolution la plus complexe et la plus développée. C'est l'hémisphère qui est lié avec la pensée. Nous pouvons dire d'une certaine manière, d'après ce que vous voyez ici, j'ai écrit 2 mots, Kelet, Pelet. Kelet, c'est-à-dire Klita. Klita, tous les juifs qui vont bien en Israël connaissent le Mishra de la Klita. Donc, c'est un peu comme le cerveau. La première chose, c'est l'iklot. L'iklot, c'est-à-dire recevoir. Le cerveau, une des premières fonctions fondamentales, c'est de recevoir. De recevoir d'où? Eh bien, de recevoir d'une partie qui est extérieure à nous, à travers les sens. On reçoit tous les messages des sens ici. Deuxièmement, de recevoir de l'intérieur de notre corps tous les messages. Par exemple, nous avons un abdomen gonflé, un estomac qui a du mal à digérer. Ce sont des éléments que nous observons au niveau, que nous sentons grâce
à des terminaisons nerveuses qui vont jusqu'au cerveau, ce sont des éléments internes et pas externes à nous-mêmes, mais nous recevons aussi ici énormément de messages, et ces messages-là sont les messages, par exemple, que le fœtus va recevoir lors de son développement. Et donc, cette partie du cerveau-là va énormément se développer pendant la période fœtale, pendant la période post-fœtale, et grâce à une fonction fondamentale qui est ici. Entre les deux parties, nous allons ici résumer. Nous allons parler ici de deux parties fondamentales du cerveau, alors qu'il y a 4 hémisphères, à droite et à gauche. Mais nous allons les séparer en 2, pour que ce soit plus facile. Tout ce qui est derrière cette ligne-là, hein, derrière ce sillon-là, le sillon de Rolando, tout ce qui est derrière là, ce sillon, donc toute cette partie ici du cerveau, toute cette partie de ces 3 hémisphères sont surtout liés à la clita, c'est-à-dire la réception. Tout ce qui est devant est surtout lié à la plita, c'est-à-dire à l'expression, c'est-à-dire exprimer quelque chose. Plita en hébreu, c'est aussi la plita, par exemple, du nouveau-né qui va rejeter un petit peu de lait. C'est une sorte de plita. Mais il s'agit ici pas seulement de la plita du nouveau-né, ça veut dire par exemple fondamentalement des pensées humaines. La pensée, le rôle de la pensée et le lieu de la pensée et des pensées est surtout lié, bien entendu qu'il est lié à ce que nous avons absorbé, ce que nous avons intégré. Et après tous ces processus complexes de transformation, nous allons commencer à penser. Ces pensées-là existent déjà chez le fœtus. Et quelles sont ces pensées? Nous savons qu'il a des pensées. Quelles sont précisément les pensées? Ça, nous ne savons pas, mais nous savons qu'il a une activité ici cérébrale extrêmement dense et extrêmement importante. Quand il va naître, l'enfant, eh bien, cette région-là va continuer et va commencer à former les premières pensées. La pensée qui est logique, surtout est présente dans l'hémisphère gauche du cerveau, et la pensée qui est plus globale, plus intuitive, eh bien, ce sera surtout le côté droit du cerveau. Voilà. Donc, nous avons séparé ici le cerveau en 2 parties. Alors maintenant, la chose qui est importante, c'est ce qui va lier ces 2 parties. D'une manière générale, en biologie, et d'une manière générale aussi dans le judaïsme, et comme le Maharal de Prague nous le fait remarquer, tout ce qui est intermédiaire est fondamental. Et donc, là, nous avons une région intermédiaire. Ici, cette région-là dont nous avons parlé, qui sépare le derrière, qui est lié à la réception, et le devant, qui est lié à l'expression. Eh bien, cette région-là, c'est la région qui est du côté droit, c'est-à-dire qui est à l'arrière de cette région-là, à l'arrière de ce sillon. Il y a tout le système de la réception des éléments de la peau, c'est-à-dire toutes les tronchottes, les sensations physiques, hein, et toutes les sensations moteurs, c'est-à-dire tout le mouvement est lié avec cette région-là. Donc, ici, c'est la région sensitive motrice, sensitive motrice, sensitive motrice. Des 2 côtés de ce là, il y a une région sensitive motrice. Donc, pour qu'il y ait un mouvement d'action, pour qu'il y ait une gymnastique, pour qu'il y ait une action d'une certaine manière, une création, une construction, nous avons besoin de cette région-là. Cette région-là est d'une certaine manière comme les piliers d'une maison, comme les bases d'une maison. Pourquoi cela? Parce que au niveau des sens qui se développent chez le fœtus, les premiers sens qui vont être de plus en plus développés et qui vont se développer pendant les 9 mois, chaque jour, 24 heures par jour, et à chaque instant, même quand le fœtus va dormir, c'est cette région-là, sensitive et motrice. C'est ce qui va permettre au reste du cerveau de stimuler le développement de l'être physique et de l'être
l'être mental. Donc, c'est-à-dire, c'est comme le tashtit, c'est-à-dire les bases, les fondations de l'être et les fondations du cerveau. Donc, c'est en cela que cette région-là va être très, très importante. Alors, à chaque fois que nous agissons dans le monde, d'une certaine manière, nous interpellons cette région-là et nous permettons à travers cette région-là d'établir des relations importantes entre l'arrière et l'avant du cerveau, entre tout ce qui est le monde de la réception, de l'absorption des éléments et des informations qui viennent du monde et de nous, et leur expression dans la pensée et dans la parole, dans la création de l'être. Et tout cela se fait par une sorte de mémie, c'est celui du mouvement et de la sensation physique. Hein? Alors, donc, c'est pour ça que ici, je vous ai amené sur cette compréhension de base du cerveau pour permettre de comprendre, quand nous parlons de la gymnastique, quand nous parlons des mitzvot, bien, quand nous parlons de mitzvot, nous parlons d'une action, principalement. Il y a des mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés avec la pensée. Par exemple, aimer Dieu, le craindre. Ça, ce sont des, selon certains postim, ce sont aussi des mitzvot, hein, et qui sont très très importantes, mais qui ne sont pas des mitzvot de l'action. Elles préparent l'action. Et le fait d'aimer Dieu, ça va entraîner, bien entendu, que nous voulons respecter ses commandements. Donc c'est une préparation. Mais les mitzvot dont je parle, c'est le plus grand nombre de mitzvot, ce sont des mitzvot d'action, des mitzvot de faire ou de non faire. Eh bien, elles sont liées fondamentalement à ce transformateur-là, qui est cette région-là. À travers cette région-là, nous allons pouvoir intégrer tout ce que nous avons absorbé du monde et le transformer en une pensée à travers l'action. Donc ici, nous avons un élément qui est très important. L'action, elle, est celle qui va stimuler la pensée. C'est celle qui va, d'une certaine manière, permettre aussi de transformer la pensée. Par exemple, prenons un exemple plus général, Abraham Avinu, lorsqu'il avait cette pensée-là de la présence de Dieu, l'être créateur, qui est bon et qui va d'une manière juste et s'adresser à ces créatures et les protéger ou les éduquer, eh bien, c'était sa vision qu'il avait à Ur-Kasdim. Lorsqu'il vient sur la terre d'Israël après un mouvement, après une transformation qui est importante, lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham Avinu dans les Prakim Yud, Yud Aleph, Yud Bet, Ad Yud He, Ad Tetvav du livre de Bereshit, dans la paracha de l'Ech Lecha, nous voyons que fondamentalement, qu'est-ce que fait Abraham? Il parle un petit peu, très très peu, mais surtout, il va agir. Il va agir, il va bouger, il va se promener sur la terre d'Israël, en Égypte, revenir, etc. Eh bien, tout cela, les commentateurs vont l'expliquer. Par exemple, Rabbeinu Bechaye, lorsque Abraham Avinu, il est dit qu'Abraham Avinu va vers le sud, eh bien, il explique qu'aller vers le sud, c'est une certaine manière de transformation spirituelle pour être plus lié avec la qualité et la valeur de la générosité, etc. Donc il y a ici un parallèle fondamental entre l'action et une transformation de l'être au niveau de ses qualités morales et au niveau aussi de sa conscience, à la fois logique et intuitive de son intelligence. Il y a une transformation de l'intelligence et de la sagesse d'Abraham Avinu à travers ce mouvement. Donc, en fait, on pourrait dire d'une certaine manière, pour résumer ça, tout commence par les jambes. C'est-à-dire, tout commence par ce qui va bouger et ce qui va faire bouger l'être jusqu'à ce que ce mouvement-là va permettre une meilleure relation entre les différents hémisphères du cerveau, entre ce qui est à l'avant-cerveau, à l'arrière du cerveau. Par exemple, je pourrais vous citer une chose dans le domaine médical qui est assez extraordinaire. Il y a à peu près une vingtaine d'années, de nombreuses recherches sont vouées
à une meilleure compréhension des processus de mémoire. Et pas seulement quel est le processus de la mémoire, mais aussi comment est-ce qu'on peut améliorer la mémoire. Eh bien, il y a eu certaines recherches qui sont très intéressantes parce que ils ont choisi, pour améliorer la mémoire, de proposer à un certain nombre de personnes une activité physique pendant 3 mois, régulière et adaptée à leurs possibilités. Nous parlons de personnes qui étaient au-dessus de l'âge de 60 ans. Et ces personnes-là, d'une manière générale, avaient une petite diminution de leur fonctionnement cérébral et de leur mémoire, bien entendu, comme chaque personne au-dessus de l'âge de 55 ans, avec une accélération plus ou moins grande selon la personne. Et donc, ces personnes, 10 000 personnes qui ont participé à cette recherche, ont montré par un examen répété du cerveau tous les mois de voir exactement les fonctions cérébrales, les lieux cérébraux, vous ont montré très clairement que avec cette activité d'1 heure et quart de gymnastique par jour, eh bien, ils arrivaient à augmenter la circulation cérébrale dans certaines fonctions cérébrales fondamentales qui sont liées avec la mémoire, notamment l'hippocampe. L'hippocampe qui permet la mémoire, qui est la mémoire qui permet la première mémoire, c'est-à-dire la mémoire rapide. Et c'est une mémoire qui permet après d'arriver à d'autres mémoires à long terme. C'est-à-dire la mémoire à court terme, et le lieu de cette mémoire à court terme a été grandi et par une meilleure circulation et donc une potentialité de meilleure mémoire. Et comment ça s'est fait? Eh bien, ça a été fait par de la gymnastique, par du mouvement, par de l'action. Donc, nous voyons que ici, il y a une possibilité d'améliorer fondamentalement les fonctions cérébrales par le biais de ce lieu qui est central. Ici, nous parlons, dans cette flèche-là, nous parlons de ce qui est exactement au centre de notre scalp, exactement au centre de la boîte crânienne. Et ce lieu-là est un lieu très fondamental, dans toutes les traditions d'ailleurs. En araméen, et dans le Zohar, il s'appelle Palga des Saharuta, c'est le bébé, c'est le lieu où les cheveux commencent leur tourbillon, et en chinois, ça s'appelle Paihui, et c'est un lieu qui est fondamental, il est lié au centre de l'être, c'est-à-dire à partir de ce centre-là, et si nous traçons un fil de plomb, nous arrivons exactement à un lieu qui est symétrique entre les deux plantes de nos pieds. Lorsque les plantes de pied sont écartées de la même distance pôle, nous arrivons exactement à ce lieu-là. Il s'agit d'un point central dans l'être et qui traverse tout l'être quand nous continuons vers le bas, bien sûr. Alors donc ce lieu-là est aussi central entre l'avant et l'arrière du cerveau. Donc il fait une relation, une jonction, il est transformateur entre tout ce qui est extérieur, tout ce qui est le lieu de réception et le lieu d'expression de l'être. Et c'est par le mouvement. Et c'est aussi par les mitzvot. À chaque fois qu'une personne déjà, elle révèle un petit peu son être. Okay? Alors, nous allons revenir maintenant à l'enseignement du Rav Menachem Mendel de Vitesse en résumant quand même un élément que nous avons dit avant de présenter cet élément particulier dans l'étude et cette partie particulière d'expression du cerveau. Nous parlons toujours de santé, d'amélioration des fonctions physiques et psychiques de l'être, mais pas seulement de guérir, d'améliorer, d'agrandir ces fonctions-là. Alors donc, comme résumé, vous voulez améliorer votre santé, eh bien, il faut la préserver par une activité physique constante. Cette activité va ne pas seulement faire améliorer votre respiration, vos battements cardiaques, renforcer le muscle cardiaque, la pompe cardiaque, elle va aussi permettre de
d'améliorer une certaine souplesse physique, mais aussi psychique. Elle va permettre aussi de vous faire prendre conscience de votre être physique et en quoi cet être physique peut être le réceptacle de la spiritualité. Et dans un autre domaine, le domaine des mitzvot, lorsque vous pratiquez ces mitzvot, eh bien ces mitzvot-là vont vous mettre en relation avec la volonté, avec votre volonté. Hein, et le Rav Menachem Mendel de Vitebsk, il cite un passouk qui est dans Teilim Kuf Yutet 119, le Teilim qui est formé de 22 parties. Chaque partie, il y a 8 versets. Chaque verset commence par une des lettres de l'alphabet. 8 versets pour le Aleph, etc. Pour le verset qui commence par Dalet, le dernier verset, Derer mitzvotecha arutz. C'est-à-dire, je vais à travers, par le chemin de tes mitzvot, je vais courir. Alors, ça veut dire la ferveur de l'homme pieux qui, réalisant les mitzvot, sent qu'il est en mouvement, et mouvement qui va le rapprocher constamment de la volonté de Dieu, mais plus profondément par rapport à ce que nous avons vu. Courir en hébreu, arutz, ça vient de la chambre de Ratson. Ratson, c'est-à-dire la volonté. C'est-à-dire qu'à travers ces mitzvot, je vais découvrir, à travers la volonté que j'ai de les exprimer, ta volonté, mon Dieu, et de ce fait-là, je vais me lier à ta volonté. Et en cela, nous résumons ce premier volet de l'activité physique et des mitzvot. C'est-à-dire se lier à la volonté, révéler la volonté à partir de la première volonté, comme nous l'avons dit, qui est la volonté de créer le monde, jusqu'à la volonté exprimée de cette création-là, qui est celle de révéler la volonté de Dieu à travers le fait que nous respectons ces mitzvot. Maintenant, nous allons passer au deuxième volet, mais je vois que le temps est un petit peu court là. Alors peut-être que nous allons permettre quelques questions et nous exprimons le deuxième volet à travers aussi le fonctionnement cérébral. Dans ce deuxième volet, nous allons pas seulement révéler la relation entre la partie du cerveau qui reçoit et celle qui donne, d'une certaine manière, celle qui va recevoir les informations, celle qui va les transformer en une expression de l'être, mais nous allons parler d'un élément plus fondamental, c'est celle de la joie. Cette joie-là, elle apparaît à la fois dans le deuxième niveau de l'activité physique, quand il est perpétué d'une manière constante et régulière et adaptée, il y a une joie véritablement de la vitalité qui se réveille en l'être, et aussi au niveau de la joie du respect des mitzvot. Nous verrons cela dans le prochain sujet qui se trouve justement juste après la Iloula de Rabbi Shimon, Lag BaOmer, et nous allons lier un petit peu cela, si Dieu veut, à l'enseignement de Rabbi Shimon. Alors si vous voulez bien, il nous reste encore 2-3 minutes, est-ce que vous voulez poser quelques questions pour un petit peu élargir le sujet? On peut garder même plus que quelques minutes. Voilà, je suis à votre écoute. Est-ce que les choses ont été... Oui. Vous n'avez pas fait le lien encore avec les téphilim. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Pardon? Vous n'avez pas encore fait le lien par rapport au cerveau et les différentes structures avec les téphilim. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui. Écoutez, les téphilim, je les ai simplement cités dans leur présente, elles sont ici posées d'une certaine manière sur le front. Elles seront posées ici, là, sur le front. Maintenant, c'était pas tellement le sujet, mais comme je l'ai précisé, je vais simplement dire 2-3 mots. On pourra peut-être le parler lorsque nous parlerons du cerveau. Il y a donc deux lanières de téphiline qui partent des deux côtés du front, sont attachées aux téphilines et qui vont jusqu'à cette région-là, ici, en fait, qui sont extrêmement liées avec cette région-là, qui est une région qui est
assez archaïque dans le cerveau. Donc en fait, dans cette vision-là, première, il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas tout dire là parce que nous allons rentrer dans un sujet énorme, mais d'une manière générale, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une liaison entre la pensée la plus développée de l'homme et les fonctions les plus archaïques de l'homme qui sont liées avec le cerveau reptilien. Donc il y a, par l'intermédiaire de ce nœud des téphilines ici, en fonction qui exprime le Dalet, du Shem Shaddai, et le Shin là, Shin Dalet, ces deux lettres-là qui sont liées avec l'avant, le Shin, et l'arrière, le Dalet, dans la zone de la réflexion la plus profonde de l'être, ici la pensée, ici, dans la zone la plus archaïque de l'être, il y a une liaison fondamentale, c'est quelque chose qui est très important dans le judaïsme, bien que l'être est un être pensant, un être qui doit parler et avec sa parole arriver même à une certaine création à travers la parole, eh bien c'est aussi un être de chair, un être qui va d'une certaine manière récapituler toutes les forces qui sont dans l'univers à travers son fonctionnement physiologique le plus élémentaire, le plus archaïque, puisque nous parlons ici de cerveau reptilien, c'est pas par hasard que les nations parlent de cette région comme cerveau reptilien. Ils font pas allusion d'une manière directe parce qu'ils ne savent pas, mais ça fait allusion extrêmement profondément avec le serpent dont on nous parle dans les premiers chapitres de Bereshit. C'est-à-dire des forces qui sont du Yetzer Hara, du Yetzer, du Kiyum, c'est-à-dire de la volonté d'être séparé du Créateur. Donc il y a ici une liaison entre ces deux niveaux-là. Nous devons en parler d'une manière beaucoup plus large et profonde. C'est un sujet extraordinaire, mais c'est un sujet qui dépasse un petit peu le cadre de notre entrevue aujourd'hui. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, vous avez encore des questions ou... Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon Shabbat, et si Dieu veut, on se voit la semaine prochaine, après l'Ag Baomer. Invitez des amis à être parmi nous. Plus on est, mieux c'est pour étudier ensemble. Et je remercie aussi à M. Bodbol de faire tous les efforts qu'il fait pour que cette entrevue se fasse dans les meilleures conditions. Et Shabbat Shalom et Bracha ve'Hatzlacha les Kol Israël. Shalom, shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Voilà. Vous aviez une question, Monsieur Bodbol? Non, j'invite les participants à poser des questions. On a déjà invité, ça y est. Alors, je vous remercie beaucoup. Voilà. Toda Rabba, merci beaucoup. Shalom, shalom. Voilà. On continue notre soirée avec Roni Akris. Vous pouvez vous connecter. Voilà, vos trucs. Si vous n'avez pas le moyen de vous connecter, envoyez-moi un mail, je vous réponds. Voilà, Roni Akris, vous voyez ici. On va parler des figures emblématiques de l'épopée biblique. Ce soir, on parle de Simson. Simson et Dalida, Samson et Dalida, ils vont nous parler de Simson. Tout de suite, on commence le cours, donc dans 4 minutes exactement, avec Roni Akris. Merci à vous tous. Les cours sont enregistrés. Vous savez, vous pouvez retrouver l'enregistrement vidéo, également l'enregistrement audio et les documents sur fr.lesmod.org. Pour ceux qui ne sont pas avec nous, avec Roni Akris, Shabbat Shalom à vous tous.